Bon, eh bien, on va commencer. Alors, bonjour, je me présente, je suis Éric Pinault, je suis président du comité scientifique de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Et autour de moi, j'ai des panélistes qui vont participer à ce regard sur le dernier rapport du GIEC, donc cet événement qu'on appelle Code rouge pour le climat. Alors, c'est un événement qui est une table ronde présentée par l'ISE, le RISC et l'IEIM. C'est des professeurs membres de l'ISE qui vont participer au COP 26, ainsi que l'étudiante, une étudiante, Nadia, qui va aussi participer à Nadia Lemieux, qui va participer à l'événement. Alors, donc, c'est un regard jeté par des gens qui vont être sur place, qui vont contribuer à cet événement qui s'appelle la COP. Je vais présenter rapidement les panélistes et je vais vous, après ça, un peu quelques détails là, sur comment on va fonctionner. Je vous dis tout de suite, mais vous avez sûrement déjà vu l'avertissement que c'est un événement qui est enregistré et ça va être mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'ISE si jamais vous voulez le regarder ou le partager. Alors, les panélistes que nous avons autour de la table, alors nous avons Philippe Gachon, professeur au département de géographie de l'UQAM, directeur du RISC, qui va aborder la question surtout sous l'angle climatique. On a Elisabeth Abergel, professeure du département de sociologie, qui, elle, va plutôt regarder les aspects sociologiques de la question. Marc Purdon, qui est au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, titulaire de la chaire sur la décarbonisation, et qui est aussi par ailleurs politologue, et donc on risque d'avoir de lui tous les aspects politiques entourant la COP. Et finalement, on a Nadia Lemieux, étudiante à la maîtrise en sociologie, qui fait partie de la délégation étudiante aussi qui va à l'UQAM, donc qui va aborder cette question du point de vue sociologique et aussi du point de vue peut-être aussi de quelqu'un qui est plutôt peut-être un regard d'une génération qui n'est pas la nôtre, qui risque de vivre différemment ces changements qui s'en viennent et qui vont faire l'objet qui vont faire l'objet de discussions lors de la COP. La manière dont on va fonctionner, on a jusqu'à 15h30, donc on a un bon 2 heures pour discuter ensemble. Chacun de nos panélistes va faire une présentation d'une quinzaine de minutes. Je vais, avec mon téléphone, être gardien du temps et je vais utiliser un avertissement sonore à 15 minutes. Donc, ce n'est pas moi, c'est le téléphone qui va agir comme avertisseur. Et après ça, on va faire circuler la parole. Moi, je vais réagir à leurs propos, peut-être quelques questions de relance. Et après, c'est tout le public qui peut participer à la discussion via la fonction de questions dans le webinaire. Donc, il y a une manière de poser des questions dans les webinaires qui est un peu différent de la manière normale d'un Zoom, c'est-à-dire que ce n'est pas tant dans le chat que dans l'onglet questions-réponses que vous pouvez voir en bas de votre écran. Alors, vous pouvez poser vos questions là et on a du temps pour discuter ensemble de ce qui a été dit. On a le temps aussi de réagir. Les panélistes peuvent réagir entre eux et entre elles aux propos qui ont été présentés. Alors, voilà en gros la manière de fonctionner. Je vais juste me permettre un petit 30 secondes de mise en perspective un peu sur l'importance de cette COP et l'importance surtout de ce nouveau rapport du GIEC. Mais je ne veux pas trop m'y étendre, je vais laisser ça aux autres. Mais peut-être juste de dire que la conjoncture dans laquelle cette COP se déroule est très particulière. Je vais parler comme économiste. D'une part, on a vécu un été sur le plan climatique, sur le plan de l'expérience des changements climatiques extrêmement intense avec les vagues de chaleur, les feux de forêt, les inondations. Ma grande fille était dans la vallée de l'Okanagan et elle cueillait des cerises avec un masque parce qu'il pleuvait de la cendre, pour vous donner une idée de l'expérience qu'elle a vécue. Elle a 19 ans. Et en même temps, on vit cet automne des goulots d'étranglement dans tous les marchés énergétiques, des appels à une relance de l'extraction de charbon en Chine, à une accélération de la production de charbon en Chine, des appels à une relance de l'exploration et de l'extraction gazière pour nourrir les marchés assoiffés d'énergie en Europe et en Asie. Donc, une situation extrêmement paradoxale. Un contexte extrêmement tendu sur le plan climatique. Et finalement, on a ce 6e rapport du GIEC, donc le premier volume qui tombe à travers tout ça et qui nous arrive avec, je dirais, en termes d'une rupture de ton avec ce qu'on a vu par le passé. Donc, un ton beaucoup plus, je dirais, alarmé.
un ton qui tente de transmettre une certitude beaucoup plus forte quant aux changements qui s'en viennent et en même temps, une lecture des trajectoires beaucoup plus, je dirais, pessimiste en termes de temps qui nous reste pour agir. Alors, c'est un peu tout ça qui va structurer les discussions à Glasgow. On est ici pour discuter principalement du rapport du GIEC, le 6e rapport, mais aussi de ce que ça va impliquer au niveau de la COP, de partir de ce constat. Alors, moi, j'arrêterai de parler, je pense que j'en ai dit assez, et je laisserai le plancher aux gens qui connaissent ça beaucoup plus que moi. Alors, je demanderai à Philippe Gachon de commencer. Je vais partir le timer, comme on dit, et chronomètre. Et voilà, donc je te cède la parole, Philippe. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour l'organisation, l'ISE, Marie-Audrey, Eric et toute l'équipe. Ça me fait plaisir aussi. Merci à nos collègues d'être là, de partager cette table aussi qui traite effectivement, comme tu disais, Eric, d'un enjeu extrêmement important. Je vais m'assurer évidemment de pouvoir partager le bon écran. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit peu de difficulté au départ. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Ça va, je ne vais pas couvrir plus que 15 minutes comme promis. Je vais surtout, est-ce que ça va? Est-ce que si je la mets en plein écran, est-ce que tout le monde voit bien? Ça va? Ok. Parfait. Donc, quelques bases scientifiques des changements climatiques. J'ai surtout extrait de l'information, évidemment, du dernier rapport du GIEC, qui est donc, comme disait Eric, qui est sorti cet été au mois d'août. Alors, quelques faits saillants du dernier rapport du GIEC. Donc, le 6e rapport d'évaluation. Les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et en intensification et sans précédent depuis des milliers d'années. Je vais l'illustrer à travers quelques éléments. C'est clair que je ne pourrais pas adresser évidemment l'ensemble de ce que le rapport du GIEC, qui fait 3900 pages, nous dit. D'abord, l'influence humaine concerne le réchauffement historique et sans précédent depuis 2000 ans. Quand on regarde toutes les archives, on voit ici, vous voyez sur la figure de gauche, l'évolution des températures à l'échelle globale. Depuis 2000 ans, on voit que ça a oscillé. Il y a eu des périodes effectivement plus chaudes et un peu plus froides, notamment avant l'ère industrielle. Mais vous voyez, cette fluctuation ne s'est pas, on va dire, n'a pas dépassé les valeurs de 0,5 degrés, encore une fois à l'échelle globale, par rapport à la période de référence, qui est celle qu'on prend en général comme la période pré-industrielle 1850 à 1900. Et vous voyez ici, encore une fois, cette augmentation extrêmement rapide sur ce graphique de gauche, sans précédent, avec des valeurs de plus de 1 degré. Nous sommes rendus à peu près à 1,1, 1,2 degrés plus chaud que depuis l'ère pré-industrielle. Donc, une ampleur, une rapidité avec laquelle le réchauffement se produit au cours des derniers siècles, surtout du dernier siècle, sans précédent depuis 2000 ans. Quand on regarde aussi l'évolution, par exemple, la composition des gaz à effet de serre, en particulier le CO2, on parle de 2000 ans juste avant. Là, c'est même un peu inusité. Depuis 800 000 ans, on n'a jamais vu des taux de CO2. Vous voyez des taux de CO2 qui fluctuent ici sur ce graphique. Dans les phases, par exemple, où on a des valeurs de CO2 qui sont basses, autour de 180 parties par million en volume, ça correspond justement aux phases froides, aux périodes glaciaires, avec des phases où on a une augmentation. Et depuis 800 000 ans, nous n'avons pas de taux de CO2 qui ont dépassé les 300 ppmv. Et vous voyez ici, notamment depuis 1950, on est passé de l'ordre à peu près de 270 ppmv parties par million en volume autour du milieu du 19e siècle à des valeurs de plus de 410 ppmv actuellement. Donc, une augmentation sans précédent et des valeurs qu'on n'a jamais observées depuis 800 000 ans. Et le rapport du GIEC nous dit même que les taux de CO2 ils n'ont jamais été aussi élevés, certainement depuis plus de 2 millions d'années. Juste pour vous donner un exemple, le Groenland, tel qu'on le connaît actuellement, s'est construit justement autour de 2,5 millions d'années
à partir du moment où les taux de CO2 étaient justement en bas de ce seuil de 400 ppmv. Donc, des concentrations de CO2 extrêmement élevées, jamais observées depuis plus de 2 millions d'années. L'augmentation aussi du niveau de la mer, qui est encore une fois sans précédent en ce qui concerne notamment la vitesse avec laquelle ce niveau de la mer augmente, sans précédent encore une fois depuis 3000 ans. La glace marine, notamment dans le bassin arctique, qui est à un minimum jamais observé depuis 1000 ans, et les glaciers qui s'amenuisent, qui diminuent évidemment avec ce réchauffement dont je viens de vous parler, qui est sans précédent depuis certainement 2000 ans, et de plus en plus d'ailleurs d'études montrent que peut-être sans précédent depuis même avant ça. Alors, quand on regarde justement le rapport du GIEC, nous l'avait déjà dit dans les rapports précédents, mais là il est clair qu'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine de ce fameux réchauffement dont je viens de vous parler. Et ça va rendre, je vais vous en parler juste après, les événements climatiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, les fortes pluies et sécheresses plus fréquentes et plus sévères. Ce graphique-là à droite, sans passer dans trop de détails, si on prend par exemple la contribution de l'ensemble des gaz à effet de serre, donc ce n'est pas juste le CO2, le méthane et d'autres gaz à effet de serre, ça contribue sur l'échelle historique justement à ce fameux réchauffement autour de 1,5 degré. Il y a quand même l'effet des aérosols, donc les suies d'origine notamment industrielle, qui, elles, contribuent à un léger refroidissement. Mais quand on regarde, on va dire, la somme des deux, ben, c'est ce qui permet d'expliquer que ce fameux 1,1, 1,2 degrés est observé, et on ne peut pas attribuer ce réchauffement à des facteurs naturels. C'était clair dans le rapport précédent du GIEC, c'est encore plus clair dans ce nouveau rapport-là. Alors, des constats aussi très préoccupants avec ce réchauffement historique. On a des vagues de chaleur. Eric en a parlé juste avant, je vais revenir un tout petit peu là-dessus après. Des sécheresses qui sont en augmentation dans un certain nombre de régions du monde. Des précipitations intenses. Eric, tu as parlé des inondations, notamment, vous vous rappelez celles qu'on a vues en Allemagne cet été, qui ont été vraiment exceptionnelles. Il y en a eu également en Chine, dans une partie évidemment de l'Inde. Donc, des événements qui sont reliés à des événements de précipitation de plus en plus intenses. J'en parlerai aussi un tout petit peu tout à l'heure. Des feux de forêt aussi qui se combinent avec les vagues de chaleur et les sécheresses et qui ont des ampleurs, notamment ceux qu'on a connus cet été en Colombie-Britannique, jamais observés, en tous les cas pas de l'échelle historique dans certaines régions du Canada, avec, vous le rappelez, des températures qui ont atteint pas loin de 50 degrés à Eleyton, ce qui est exceptionnel à cette latitude-là de 50 degrés nord. Avec ce réchauffement-là, également une perte de biodiversité, en particulier reliée à l'acidification des océans, qui absorbent de plus en plus de CO2 et qui, en absorbant plus de CO2, ben, le pH diminue, et ça, cette acidification est en train de modifier, non seulement favoriser la perte des coraux, mais aussi un certain nombre d'espèces qui sont particulièrement sensibles justement à ce pH de l'océan. Alors, je parlais des glaciers justement, juste avant, on ne va pas rentrer dans trop de détails ici, mais vous voyez ici dans la courbe, ici en vert, c'est les données qui viennent, donc, qui ont été compilées d'ailleurs par le groupe AMAP qui travaille sur toute ce qu'on appelle la cryosphère, l'eau gelée sur Terre, en particulier les glaciers dans le nord et la glace marine. On voit ici le Groenland, vous voyez ici la courbe verte, à quel point il est en train, on va dire, de se retirer, de fondre extrêmement rapidement. On voit ici depuis les années 2001-2002 la vitesse à laquelle cette fonte-là se réalise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'accumulation en hiver de neige pour compenser la fonte en été, qui est en train de prendre une proportion extrêmement importante. On voit aussi les autres glaciers dans l'hémisphère nord, je ne rentre pas dans le détail aussi, qui diminuent, mais de façon moins importante que cette masse du Groenland. Et la fonte rapide de la glace du Groenland et des autres glaces terrestres est en train de contribuer davantage à l'élévation du niveau de la mer que la fonte des glaces de l'Antarctique, qui, comme vous le rappelez aussi, est le plus gros glacier sur Terre. Mais la fonte du Groenland est particulièrement problématique parce que ce sont des volumes d'eau de plus en plus importants qui sont amenés et qui favorisent évidemment l'augmentation du niveau de la mer. Alors, les émissions futures, dans ce qui concerne, on a regardé l'historique, dans le futur, à moins qu'il n'y ait des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre,
On s'en va non pas sur ce fameux scénario qu'on s'était fixé, vous vous rappelez, aux accords de Paris, le 2,6, pour maintenir justement vers la fin du 21e siècle ce réchauffement en bas du 2 ou voire même du 1,5 degré. On est plutôt dans une trajectoire entre le 4,5 et le 7 ici, qui va nous amener à des réchauffements qui vont dépasser les 3-4 degrés. Je vous précise ça juste après. Quand on regarde ici, évidemment, les émissions, ce réchauffement, vous voyez la distribution des températures qui se réchauffent, un monde à 1,5 degré, 2 degrés, 4 degrés. On voit aussi que cette distribution du réchauffement est très hétérogène. Il y a beaucoup d'endroits dans l'hémisphère nord qui se réchauffent de façon plus importante, en particulier le Canada, qui va se réchauffer, qui se réchauffe déjà en moyenne sur le Canada 2 fois plus que l'ensemble du globe sur les 70 dernières années et 3 fois plus dans le nord. Et tout ça va s'amplifier au fur et à mesure, évidemment, que le réchauffement va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, ça va affecter le cycle hydrologique. Je vous en parle rapidement. Évidemment, avec un monde plus chaud, c'est un océan plus chaud, c'est aussi une évaporation plus importante, c'est un contenu d'humidité plus important dans l'atmosphère qui peut se transformer aussi en des précipitations plus importantes, un transfert aussi, notamment de ces masses d'air qui se forment sur l'océan. L'humidité, il faut vous rappeler aussi que 70% de la superficie de la planète, c'est quand même de l'océan, et 98% de l'eau qu'on a sur Terre, c'est de l'eau salée. Donc, c'est vraiment notre réservoir d'eau extrêmement important. Une transpiration, une évaporation aussi des végétaux plus importante, une fonte des glaciers, j'en ai parlé, et aussi des séquences, évidemment, d'alternance de gel-dégel, mais aussi de pluie versus neige qui vont être complètement modifiées, y compris le ruissellement sur Terre et la pénétration, évidemment, de l'eau à l'intérieur du sol. Donc, le cycle hydrologique va être particulièrement affecté par le réchauffement. Et un exemple ici clair, notamment le rapport du GIEC, nous dit avec des températures plus chaudes, on a une atmosphère aussi, et ça c'est une loi physique, plus l'atmosphère, plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité dans l'atmosphère, et c'est une loi qui est la loi de Clausius-Clapeyron, un lien exponentiel, donc au-delà de valeurs de température importantes, plus d'humidité dans l'atmosphère, et plus d'évaporation, ça peut évidemment engendrer des précipitations plus intenses, et on en voit de plus en plus des résultats à travers le monde, en particulier cet été, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Un réchauffement plus important, donc comme je l'ai dit, des précipitations particulièrement intenses, sporadiques mais intenses, et aussi une alternance, notamment une intensification dans certaines régions du monde des séquences sèches, et en particulier des sécheresses. Et je vais vous donner un exemple. Eric nous en a parlé juste après, à propos notamment des feux de forêt, mais surtout de la sécheresse qu'on a vécue ici au Québec, mais dans une bonne partie du Canada cet été. Donc, en résumé, le réchauffement a un impact sur le cycle hydrologique, notamment toutes les eaux douces, mais plus d'humidité dans l'atmosphère, à peu près une augmentation de 7% par degré Celsius. On se rend compte en fait qu'il y a des études récentes. Ce taux-là peut même augmenter, surtout pour les précipitations de courte fréquence, donc par exemple des précipitations horaires reliées aux cellules orageuses, ça peut être supérieur à ce fameux 7% par degré Celsius. Des intensités de précipitations qui vont augmenter, une évaporation qui va augmenter, un ruissellement qui aussi va augmenter. La vitesse à laquelle, évidemment, ça va se faire, évidemment, dépend évidemment des intensités de précipitation. Une cryosphère qui va être particulièrement touchée dans le contexte du réchauffement. Des systèmes météo qui vont apporter des fortes pluies ou de la neige avec des vents forts qui vont aussi augmenter en termes d'intensité. Des cycles de gel-dégel qui augmentent, et également des événements de pluie sur neige, comme on a vécu d'ailleurs ces derniers printemps avec en particulier responsable des inondations, que ce soit pour 2017 ou 2019 dans le sud du Québec. Alors, il y a des différences par contre substantielles, ce n'est pas tout partout, il n'y aura pas tout le temps un excès, il va y avoir aussi des endroits où il y aura des pénuries d'eau, et on le voit ici. On est passé d'ailleurs donc avec des records niveau d'eau au printemps 2019 et une sécheresse exceptionnelle en 2021. Ça, c'est vraiment une carte de Clémence Benoît qui travaille avec moi ici au centre Esquerre, produit cette carte-là. Donc, les accumulations de précipitations, les déficits du 1er mars, donc depuis la fin de l'hiver jusqu'au 10 octobre,
On voit ici qu'on a des déficits de l'ordre de 20 à 40% ici dans les prairies, de l'ordre de un peu plus de 20% dans le sud du Québec. Des quantités qui ont même dépassé, on a des records de diminution en termes de, par exemple, pas loin de 300 mm de moins dans les prairies, ça va être majeur. On l'a vu, l'impact que ça peut avoir évidemment sur les feux de forêt, tout simplement un sol plus sec, une forêt plus sèche brûle plus facilement, surtout si on a des vagues de chaleur, et aussi un problème pour l'agriculture et les ressources en eau et la réalimentation notamment de l'eau dans le sol. Alors, il me reste 1 minute pour terminer mes 2 dernières diapositives. Le rapport du GIEC nous reprend aussi certains éléments qu'ils avaient déjà mis en évidence, reliés. C'est quoi les risques associés au changement climatique, au réchauffement? Et on voit ici, ce graphique est intéressant parce qu'il nous montre que il est minuit moins une, que en fait, maintenir le réchauffement en bas de 2 degrés devient de moins en moins probable. Ce qui est de plus en plus probable, c'est d'avoir des réchauffements qui vont être de l'ordre de 2 à parfois 5 degrés. Et on voit ici l'augmentation des risques que ça va signifier selon les scénarios. Ici, les scénarios dont je vous parlais, vous vous rappelez 4.5, 7. On voit que les risques augmentent au fur et à mesure du temps et aussi au fur et à mesure que le réchauffement s'amplifie. C'est vrai pour les risques, par exemple, de vagues de chaleur ou tous les systèmes qui sont fortement affectés par certains phénomènes extrêmes, mais aussi la distribution des impacts reliés à ces risques-là va augmenter au fur et à mesure que le réchauffement augmente. Vous voyez ici, ils ont mis une échelle justement de modéré jusqu'à des risques particulièrement élevés. Je termine avant de conclure aussi sur un élément extrêmement important, ce qu'on appelle les tipping points, les points de bascule. Et ce graphique-là, je vous l'ai mis parce que je le trouve particulièrement intéressant. Alors, en haut ici, dans le graphique, sans rentrer dans trop de détails, le système, naturellement, peut passer d'un état à un autre. On peut passer d'une phase de refroidissement, une phase froide, on l'a vu dans les séries aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, à une phase un peu plus chaude. Donc, on passe d'un état, on bascule d'un état, on va dire, froid à un état chaud, puis on peut également revenir à un état froid après quelques années ou quelques milliers d'années. Dans un état où on connaît une bifurcation, c'est tout le système qui va changer. Ce que ça veut dire, c'est que cette bille-là, elle va passer dans un autre état, le climat va rentrer dans un autre état et ne pourra pas revenir à cet état-là. Et ça, c'est fondamental parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une disparition de certaines des caractéristiques qui affectent notre climat tel qu'on le connaît. Donc, par exemple, la glace marine en été qui va complètement disparaître au-delà d'un certain réchauffement et en particulier, dès que le réchauffement va dépasser 2 degrés, les modèles, on prévoit effectivement que cette glace marine va disparaître en été. La disparition du Groenland, je l'ai mentionné, vous avez vu la vitesse à laquelle il disparaît. La disparition aussi de certaines espèces marines qui sont particulièrement sensibles à la solidification des océans et aussi des systèmes qui sont aussi sensibles, en particulier dans le Nord, certaines espèces, que ce soit végétales ou animales, ne pourront pas s'adapter à des changements aussi drastiques. Certaines espèces, oui, mais d'autres non, et vont être remplacées par d'autres. Donc, toutes sortes d'effets reliés à ces points de bascule qui sont loin d'être non négligeables. Donc, il me reste 1 minute et je conclus. Le climat bouleversé et les risques associés, ça veut dire des alternances d'excès, comme je l'ai dit, inondations, pénurie d'eau, à prévoir, surtout dans le contexte aussi, même pas juste sur d'autres continents, mais même à l'échelle canadienne ou même québécoise. Donc, des ressources en eau, en quantité et en qualité, qui peuvent être problématiques. C'est une problématique naissante, on l'a vu cet été, avec des pénuries d'eau ou une restriction d'eau, notamment début septembre à Québec, avec justement les déficits dont je vous ai parlé tout à l'heure en termes de précipitations. Donc, des mesures de restriction à prévoir potentiellement. Des conditions aussi de vulnérabilité et d'exposition sur le territoire qui vont varier beaucoup d'un endroit à l'autre, des effets dominos probables avec des feux de forêt, des canicules et des sécheresses, comme on l'a vu cet été, et un début de conflit d'usage à prévoir, notamment vis-à-vis de l'eau. Alors, quelles sont les solutions, les stratégies possibles en ce qui concerne ces risques-là? Ça veut dire revoir nos stratégies, par exemple, d'approvisionnement en eau. Et oui, on a beaucoup d'eau au Québec, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas éventuellement sujet à mettre en place justement une meilleure stratégie pour gérer la ressource. Mettre en place aussi un suivi, une surveillance, ça c'est fondamental. Développer des infrastructures résilientes.
une gestion intégrée de la ressource entre tous les différents usages aussi pour éviter les conflits d'usage, intelligence collective. Alors, on m'avait posé la question, la géo-ingénierie, je vous répondrai tout de suite que arrêtons de jouer aux apprentis sorciers, puis occupons-nous surtout de réduire nos émissions et défaire les silos. On a besoin de travailler de façon concertée avec l'ensemble des disciplines parce que, vous l'avez vu, le problème, il est largement complexe. Mobiliser, valoriser les connaissances, qu'elles soient théoriques et pratiques. Et je termine là-dessus aussi, c'est un très beau graphique qui vient nous être produit d'ailleurs dans Lancet Countdown on Earth and Climate Change. Tous les impacts que ça a aussi sur la santé, ces changements-là et les aléas et les risques associés, c'est loin d'être mineur. Et c'est particulièrement préoccupant dans le contexte en particulier du vieillissement de la population. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour la présentation. On va continuer les présentations et on viendra dans la discussion générale, mais j'ai déjà peut-être quelques éléments sur lesquels je pourrais te questionner, mais il y a sûrement que d'autres gens vont vouloir intervenir dans la discussion. Donc, continuons maintenant avec Elisabeth Abergel. Une des particularités du discours sur le climat, du discours de GIEC, c'est de parler de l'humanité, des êtres humains, des impacts anthropiques. Et là, je pense qu'on va ouvrir cette boîte noire qu'on appelle l'humanité et on va essayer d'avoir une analyse plus raffinée de ce que ça peut vouloir dire d'attribuer à un agent à la fois ce qu'on va subir comme enjeu, comme problème, et à la fois les causes de ces transformations. Donc, Elisabeth, je te cède le plancher. Merci. Je ne sais pas si mon écran… Tranquillement, pas vite, oui. Oui, j'y arrive, excusez-moi. Voilà, ça, je viens. Vous voyez mes notes avec, hein, donc ouais. Voilà. Je ne vous cache plus rien. Alors, bonjour. Je commence par le début, peut-être, ça serait une bonne idée. Voilà, ça fonctionne? Oui, super. Alors, bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de ce panel. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'apporter peut-être un regard un peu différent de celui qu'on vient d'entendre. J'aimerais parler du rôle des sciences sociales et humaines dans les rapports du GIEC et les répercussions justement que cela a pour les négociations de la COP26. Je vais ensuite discuter de questions plus systémiques en termes de justice environnementale et climatique, pour souligner peut-être les points aveugles des discours autour des changements climatiques. Et finalement, j'aimerais présenter quelques pistes de choses qui m'intéressent moi, qui personnellement sont celles qui vont m'intéresser et que je vais suivre à Glasgow la semaine prochaine. Alors, prochaine diapo. Alors, je commence ma présentation par vous donner un peu une idée de la mission en fait du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC. Donc, cette entité a vraiment pour mission de présenter finalement des informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique et qui vont aider donc, les décideurs dans les négociations. Et donc, le GIEC n'a pas pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche ni de suivre l'évolution, comme ils le disent, des variables climatologiques. Et évidemment, ces évaluations sont basées sur des publications scientifiques, techniques, et dont on reconnaît la valeur scientifique. Alors, cette mission du GIEC, je pense qu'elle en dit beaucoup. Évidemment, le ton des rapports, comme on l'a déjà mentionné, ne cesse de monter, même si on sait que depuis les dernières décennies, le GIEC dit essentiellement la même chose. Alors, évidemment, ce qui caractérise les messages du GIEC, c'est aussi le fait qu'il y a une absence de messages prescriptifs pour laisser aux politiques et aux décideurs la responsabilité des choix, ce qui peut marcher évidemment ou ne pas marcher. Et de manière plus pratique, on va dire, pour chaque chapitre des rapports du GIEC, il y a 2 coordinateurs, il y a 10 à 20 auteurs principaux qui vont éplucher et qui vont rechercher la littérature
et formuler des synthèses de cette littérature dans les revues scientifiques ou dans les rapports ou des ouvrages plus ou moins accessibles. Et donc, le rapport final du GIEC est organisé pour chaque chapitre en un résumé technique pour les décideurs. Le tout est envoyé donc aux spécialistes de chaque domaine, au gouvernement, aux ONG, qui peuvent faire des contre-propositions. Il peut y avoir des modifications qui sont faites au GIEC, et donc les membres du GIEC sont libres de refuser ou d'amender ces rapports et de rejeter des chapitres qui sont peut-être trop controversés. Alors, on peut comprendre qu'il y a des tensions entre les scientifiques et les politiques, mais aussi il y a des tensions dans la composition des comités, c'est documenté. Il y a aussi des déséquilibres, on va dire, à l'intérieur de chaque comité en termes de genre, en termes de représentativité des pays du Sud, du Nord. Mais ceci dit, le GIEC, dans les dernières années, a essayé de faire un effort de représentation, on va dire, de tous les partis concernés. Alors, en termes de problématiques, de tensions entre scientifiques et politiques, récemment, la BBC, en fait, ce matin, vient de sortir une nouvelle où on a vu que les pays du G20 ont essayé d'interférer dans le dernier rapport du GIEC et de demander la suppression de certaines informations et de certains chapitres. Donc, les sciences sociales, tout ça pour dire que les sciences sociales sont un enjeu crucial, qu'on ne peut pas traiter de point de bascule des systèmes techniques et des modes de consommation indépendamment de l'analyse des institutions, des systèmes culturels et des valeurs qui leur sont propres. Donc, il y a évidemment un déséquilibre nord-sud aussi dans la mobilisation des communautés, mais des connaissances. Donc, d'où viennent les scientifiques, même si, comme je viens de le dire, on a imposé une approche par le genre, par la situation géographique, etc. Il y a aussi un problème dans les rapports du GIEC qui a été souligné par certains sociologues, qui est le fait qu'il y a un genre d'écriture consensuelle qui est encouragée dans les rapports du GIEC, qui n'est pas du tout une approche des sciences sociales, puisque dans les sciences sociales, on a plutôt tendance à chercher des points essentiels des débats et de les argumenter et d'en faire une lecture critique. Donc cette approche-là, je dirais, n'est pas vraiment présente dans les rapports du GIEC. Alors, je pense qu'un des problèmes justement du manque de considération des sciences humaines dans les rapports du GIEC, parce qu'on l'a vu, les résultats sont très techniques, etc., c'est le fait de ne pas nécessairement comprendre les ressorts historiques et sociaux qui ont donné naissance au problème du changement climatique et qui ont façonné aussi les manières de concevoir la problématique du climat, mais aussi les manières de répondre à l'urgence climatique. Pardon. Et donc, une approche plus sociologique serait certainement un moyen de décentrer les regards et les pratiques autour des enjeux climatiques et de faire ressortir justement les processus historiques et les peuples invisibilisés dans les questions de réchauffement climatique, car nous ne sommes pas tous égaux face évidemment à cette crise écologique. Alors, évidemment, il y a des problèmes de communication des rapports du GIEC et des COP. Donc, comme je viens de le dire, l'information n'est pas accessible. Évidemment, ces rapports ne sont pas des rapports qui sont créés pour le grand public, mais qui sont créés plutôt pour les décideurs. Mais les médias relaient les informations du GIEC et il y a un vrai problème de communication parce qu'on ne comprend pas les conséquences et les implications, on va dire, de ces résultats qui sont présentés comme étant neutres et comme étant objectifs. Il y a aussi une difficulté de comprendre les risques associés au changement climatique. Il y a un genre d'amalgame entre événements météorologiques et climat. Donc, je pense que là aussi, il y aurait du travail pédagogique à faire, non seulement dans les médias, mais aussi au niveau de la manière dont les rapports sont rédigés. Alors, la place des sciences humaines. Je pense que la question, elle est claire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit les problèmes associés au changement climatique, qui sont les acteurs qui construisent cette problématique, qui parlent pour l'environnement et de quel environnement est-ce qu'on parle et quel environnement est possible dans l'avenir. Donc, ce sont aussi des questions qui, d'après moi, ne sont pas que des questions techniques ou des questions scientifiques.
Et donc, ce qu'on voit dans les rapports du GIEC et ce qui va se passer aussi dans les négociations de la COP, c'est que les interventions vont souvent se situer dans un horizon purement technique et gestionnaire. Alors, ce qui me fait dire, comme vient de le dire Eric, que les sciences humaines et surtout les activités humaines sur lesquelles on a mis la cause des changements climatiques demeurent une boîte noire parce que, encore une fois, on parle des dimensions humaines dans les modèles des changements climatiques. Alors, je vais vous montrer un diagramme. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Brotherton, qui est un diagramme qui est souvent utilisé, même aujourd'hui, même s'il est apparu en 98, mais il est adapté à travers le temps. Et donc, dans ce diagramme de Brotherton, on voit que l'activité humaine est une boîte noire, que ce qu'on peut nommer comme étant les mécanismes culturels, sociologiques, politiques, éthiques, etc., ne sont pas vraiment déconstruits, ne sont pas vraiment détaillés dans ce type de modélisation. Et donc, c'est important de le dire parce que c'est aussi un moyen de comprendre comment sont construits les savoirs autour des changements climatiques. Donc, ce fameux diagramme de Brotherton, c'est celui qu'on va utiliser pour parler justement d'un certain type de modélisation et d'imbrication de différents aspects des changements climatiques. Donc, ce type d'approche va plutôt promouvoir, je dirais, une approche systémique, quantifiable, qui va réunir plusieurs disciplines. Et donc, la boîte noire que vous voyez ici, cette boîte noire des activités humaines, c'est une modélisation des systèmes socio-écologiques qui va contenir des mesures provenant de l'économie, de l'écologie et d'autres sciences dites sociales, mais qui va se baser sur des paramètres quantifiables, donc des paramètres qui sont quantifiés, et ce qui fait dire que, d'un point de vue de la sociologie, que le monde social n'apparaît que lorsqu'il est potentiellement objectivable ou quantifiable. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher des lois causales pour expliquer des phénomènes sociaux, pour qu'on puisse ensuite faire des constats qui vont servir d'interface avec les sciences naturelles. Donc, le problème, c'est quand on n'a pas les bonnes données au niveau des activités humaines ou justement des aspects plus sociologiques. Donc, quelles sortes d'interfaces vont être potentiellement faites? Alors, évidemment, il est clair que les phénomènes sociaux nécessitent d'autres types de savoirs, des savoirs interprétatifs, des savoirs réflexifs, des savoirs critiques, historiques, mais aussi des savoirs traditionnels. Et donc, généralement, ces types de savoirs sont exclus de l'analyse des climats, des changements climatiques, mais aussi dans les solutions potentielles pour atténuer et pour s'adapter aux changements climatiques. Même lorsqu'on utilise des sciences humaines comme la psychologie, par exemple, où on va aller chercher des outils qui pourraient être socialement utiles, c'est souvent pour développer des outils, ce qu'on appelle des outils incitatifs, c'est-à-dire des outils qui vont amener les gens à changer de comportement ou pour développer des outils de communication qui vont faire appel à des intérêts individuels, tout comme les changements de comportement, dans une optique de ce qu'on appelle les acteurs rationnels. Il est clairement individuel, mais il est systémique. Donc, je pense que la solution, c'est de faire parler les sciences naturelles et les sciences humaines de manière beaucoup plus intégrée dans les discours autour des changements climatiques, de manière à attaquer les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Évidemment, parce que il faut reconnaître qu'il y a des dynamiques de pouvoir, des inégalités sociales qui vont déterminer les interactions entre les sociétés, mais aussi entre le monde humain et non humain. Et on peut identifier au niveau de la sociologie 3 dimensions importantes qui sont les dimensions matérielles, conceptuelles et pratiques, je dirais, de la compréhension de la crise environnementale. Alors, au niveau matériel, bien évidemment, les impacts structurels de l'organisation économique et politique et son influence sur les conditions environnementales sont importantes.
mais aussi les relations relatives à la production et à la répartition des biens matériels et des services parmi les membres de la société. Donc, on sait très bien aujourd'hui aussi que ce sont les individus les plus aisés, les plus riches, qui vont polluer le plus, et que les pauvres de cette planète, malheureusement, sont ceux qui vont payer les coûts justement de ces pratiques. Au niveau conceptuel, je dirais, on peut poser des questions comme comment nos systèmes de pensée, nos croyances, nos pratiques culturelles et nos expériences du social vont affecter les conditions environnementales, mais aussi notre rapport à l'environnement. Et au niveau pratique, on peut dire qu'on peut poser la question comment la compréhension de ces phénomènes va nous amener à changer nos mentalités, mais aussi à nous ouvrir à un nouvel horizon de pensée qui va considérer la question climatique et en même temps que la justice sociale. Donc, il y a une nécessité, si vous voulez, de recentrer la question environnementale au niveau social, dans un contexte social qui implique travailler sur les questions d'inégalité pour résoudre les problèmes écologiques. Donc, les problèmes de l'environnement sont perçus comme une question qui engendre des effets sociaux qui sont exacerbés par des inégalités structurelles. Et donc, il est nécessaire donc, de penser justement cette redistribution du fardeau écologique afin de répondre à la question qui va payer pour l'environnement et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Évidemment, dans la question de la justice environnementale, là, on parle évidemment de répartition des charges liées aux politiques environnementales, mais aussi dans la prévention des changements climatiques. Donc, on peut évidemment imaginer que les conflits nord-sud sont importants dans cette question de justice environnementale et de justice climatique, et ça va être un des aspects importants des négociations de Glasgow. Évidemment, pourquoi tout ça? Parce que l'environnement, c'est une question d'abord qui est sociale, et que la crise environnementale, c'est aussi une crise sociale et une crise culturelle. Alors, la COP 26, on a souvent décrite comme étant les négociations de la dernière chance. Bon, c'est peut-être un peu extrême, je ne sais pas, mais en tout cas, le lien de ce que je viens de dire par rapport au rapport du GIEC, par rapport à l'approche des sciences humaines, donc le lien avec la COP 26, c'est que depuis l'accord de Paris, qui a déterminé que les États décidaient de leurs propres objectifs d'émissions de carbone, cette conférence ici va déterminer ou va tester, si vous voulez, cette nouvelle approche. Avant, c'était justement la Convention qui décidait les limites pour chaque État, et là, maintenant, ce sont les États qui vont déterminer eux-mêmes leurs objectifs d'émissions de carbone. Donc ça va être une des questions importantes de la COP26. Ensuite, il va être question du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat, c'est un fonds qui avait été prévu pour financer justement les pays les plus pollueurs, c'est-à-dire pour financer les pays les plus pauvres par les pays les plus pollueurs, voilà, pour justement essayer de remédier aux problèmes d'adaptation face au changement climatique. Donc, il devait y avoir 100 milliards de dollars qui devaient être dédiés justement à rééquilibrer, si vous voulez, cette situation d'inégalité. Et malheureusement, ça n'a pas été concrétisé, ça n'est pas encore efficace. Donc, ça, encore une fois, c'est une question qui m'intéresse. Il y a la question de la compensation financière des pays du Sud pour les dommages sur l'environnement causés par les pays du Nord, donc les pertes et dommages, ce qu'on appelle. Et comme on peut voir, ces trois questions que je viens de mentionner, qui ne sont pas les seules qui vont être négociées, mais pour moi qui sont les plus importantes, ce sont des questions qui seront abordées pendant la négociation de Glasgow, mais toutes ces questions-là, elles sont traversées par toutes sortes d'inégalités sociales et environnementales. Et pour vous donner une petite idée, je viens de mettre sur cette diapo le rapport qui vient de sortir de la World Inequality Lab, qui explique en détail comment est-ce que les riches polluent beaucoup plus que les pauvres. Donc l'idée aussi de ces négociations, ce serait de mieux cibler les comportements pollueurs, mais aussi d'avoir des mesures justement d'impôts progressifs sur la richesse, plutôt que de taxer
les personnes à faible revenu par justement des méthodes d'imposition qui seraient trop généralisées. Alors, quelques pistes qui m'intéressent particulièrement, ce serait de reconnaître justement la dette écologique des pays en développement et de développer des mécanismes de financement adéquats qui vont refléter les contributions des peuples qui sont les gardiens de la biodiversité et du climat. On parle de 6e extinction. Aussi, ce serait de mettre plus de balises autour de projets de compensation des émissions de carbone, donc de responsabiliser les industries et les États. Pour le moment, ce sont les individus qui se responsabilisent en plantant des arbres quand ils prennent l'avion, etc. Mais il n'y a aucune mesure de contrôle autour de ces projets de compensation. Donc, ce serait intéressant peut-être de revoir ces choses-là. Mais au niveau des industries, parce que c'est beaucoup du greenwashing en fait, quand les industries les plus polluantes vont nous dire qu'elles ont compensé leurs pratiques destructrices. Ensuite, ce serait de responsabiliser les États face à leurs engagements internationaux. Et je pense que financer les ONG locales qui soutiennent des activités qui visent à atténuer les changements climatiques, mais aussi à réduire les inégalités sociales, plutôt que favoriser les marchés des crédits carbone, qui va être encore une fois un sujet débattu lors de la COP26. Donc les marchés de crédit carbone qui demeurent très controversés et dont les résultats sont mitigés. Évidemment, l'important, ce serait aussi de faire de la transition écologique un objectif social, politique et économique important et évidemment démocratique. Donc, on peut comprendre, pour finir, je ne sais pas combien de temps il me reste, que les inégalités… Elisabeth, ça t'a débordé de 2 minutes, mais c'est correct. Une petite dernière minute. Donc, on peut comprendre que les inégalités sociales et les injustices sont le résultat des changements climatiques et de la crise environnementale, mais aussi que ces mêmes inégalités sociales et ces injustices sont au cœur de cette crise environnementale et en sont la cause principale. Donc, il faut travailler à réduire les conflits socio-écologiques et distributifs à partir des causes historiques et sociales qui sont structurelles afin de bien saisir les enjeux actuels et les responsabilités de tous et chacun. Donc voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là. Parfait, merci beaucoup, Elisabeth. C'est très clair, très intéressant et très complémentaire avec ce qui venait d'être présenté. Alors, on va enchaîner avec Mark Purdon. Mark qui suit les négociations, qui travaille sur ces enjeux-là, sur tout l'aspect politique de négociation. Donc, j'ai très hâte de l'entendre nous parler un peu de ce qui s'en vient à la COP26. Alors, Mark, je te cède le plancher et tu peux installer ta présentation. Est-ce que ça me fonctionne? C'est parfait. C'est parfait. Alors, tu peux juste mettre en plein écran et… Oui, je cherche à faire ça. Ah. Bon, ça ne va pas… Je veux pas. Bon, je vais juste faire comme ça. Je m'excuse pour les problèmes techniques, mais c'est comme… je vais avoir une… Excuse-moi, je ne sais pas c'est quoi. Come on. Je pense que mon Windows va faire une mise à jour. Excusez-moi. Voilà. Merci pour l'invitation. Je vais parler un peu sur les enjeux de le COP26. Je vais aussi représenter un peu la chaire sur la décarbonisation. Je veux peut-être souligner parce que la chaire sur la décarbonisation, c'est une nouvelle chaire ici à l'UQAM où on cherche à améliorer la compréhension des conditions sociales, économiques et politiques favorisant les décarbonisations, tant dans les pays développés que ceux en développement aussi. Puis, on va faire de la recherche sur qu'est-ce qui se passe dans les deux endroits pour mieux catalyser la coopération mondiale sur le changement climatique. Nos axes de recherche incluent l'évaluation de l'efficacité des activités de décarbonisation dans les secteurs des transports, des énergies et de l'affectation du territoire, les forêts, les terres agricoles. On cherche aussi de comprendre la faisabilité politique
Puis, surtout peut-être pour cette présentation, on va souligner la recherche qu'on va effectuer sur la mesure du progrès de la coopération sur les changements climatiques. Pour le faire, on va aider avec l'organisation de la délégation lucamienne pour la conférence annuelle qui est cette année à Glasgow. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une excellente opportunité de recherche et de résultats. On peut imaginer de faire des entrevues avec des auteurs, des acteurs présents, puis peut-être aussi participer à rencontrer des autres chercheurs qui travaillent sur les enjeux connexes. C'est vraiment une excellente opportunité de réseautage. Puis je vais être capable de participer quelques jours pour les deuxième semaine de la conférence. On va aussi appuyer un étudiant diplômé du deuxième ou troisième cycle de l'UQAM pour participer. J'en profite d'un webinaire qu'on a organisé la semaine passée avec Axel Michalowa, qui est vraiment un grand expert sur les enjeux des changements climatiques. Puis il nous a donné une belle présentation la semaine passée que vous pouvez consulter sur notre site web très bientôt. Mais il est souligné, il y a des enjeux formels de la COP26, mais il y a aussi des enjeux informels. Donc, on va juste un peu en discuter les deux. Donc, dans un peu le même sens comme les présentations déjà présentées, on va parler de la finance climatique. Puis, il y a une lacune, on n'a pas atteint le cible de 100 milliards de dollars. Pour moi, ce n'est pas du tout surprenant. On parle de ces 100 milliards de dollars depuis 2009. Ça n'a jamais fonctionné. Puis, il y a toujours des questions sur l'ambition. Je vais souligner qu'au cours de l'accord de Paris, c'était les plans climatiques nationaux. L'ONU va les appeler les contributions déterminées au niveau national, ou l'acronyme qui est privilégié en français, c'est les CDN, mais en anglais, on dit Nationally Determined Contributions, puis un acronyme. Mais moi, je pense que c'est mieux de les décrire comme les plans climatiques nationaux. C'est ça qui a été une grande innovation à Paris. On a permis les pays membres de la Convention cadre sur les Nations Unies présenter leur propre plan. Qu'est-ce qu'ils pensent faire, qu'ils sont capables de faire. Donc, à Glasgow, on veut comme bonifier l'ambition de ces plans parce qu'on voit que les plans, on est comme peut-être déjà souligné, mais on peut comme calculer les potentiels des émissions, des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Puis on voit avec même ces plans-là, on n'est même pas sur le bon chemin. Toujours pas assez sur le bon chemin. Je vais vous présenter dans un instant. Aussi, à COP26, on va parler plus de l'adaptation. On va chercher à formaliser peut-être une cible globale de l'adaptation. Il y a aussi l'ambition d'opérationnaliser les enjeux des pertes et dommages. Puis il y a aussi les mécanismes de coopération. Ici, on parle souvent, le ONU, les membres de l'ONU ne peuvent pas en parler, mais ils vont juste en discuter avec la référence à l'article 6 à l'accord de Paris, dans l'accord de Paris. Et en fait, c'est le marché du carbone et surtout les crédits compensatoires. Je partage aussi par rapport au marché du carbone. Mais ce qu'on voit que c'est les alternatives, la mobilisation de finances publiques pour les changements climatiques. C'est même pire que les crédits de situation avec les crédits compensatoires. Mais on peut peut-être en discuter. Mais il y a un discours sur le mécanisme de coopération il y a certaines similarités avec le marché du carbone comme on a eu avec le protocole de Kyoto. On va aussi à COP26 discuter les cadres de transparence.
Il y a tous des rapports que les pays membres sont obligés à soumettre chaque année ou tous les 2 ans de manière régulière pour faire le bilan sur leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs actions de décarbonisation, puis leurs activités d'adaptation, puis aussi les financements qui versent vers les changements climatiques à l'international ou pour les pays en voie de développement, comment ils vont recevoir. Mais c'est très compliqué, puis c'est les rapports, il y a souvent les données un peu comme des clarifications sur l'exigence pour ces rapports. On va toujours travailler. Il y a aussi un programme de travail pour le renforcement des capacités. Ça, c'est toujours un enjeu important pour les pays en voie de développement. Et aussi, comment mieux coordonner et travailler ensemble avec les communautés locales et les peuples indigènes. La dernière chose à souligner, qui le ONU, la Convention cadre des Nations Unies, est une institution internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une institution où les membres sont les pays nationaux, qui complique un peu les solutions pour les changements climatiques, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup des activités qui sont des activités de décarbonisation qui sont menées par les acteurs non étatiques. Le gouvernement du Québec, selon l'ONU, n'est pas un acteur étatique, c'est un acteur non étatique. Mais il y a des autres acteurs non étatiques très importants aussi, les villes, les compagnies, les ONG, peut-être on peut inclure les communautés locales, les peuples indigènes ici aussi. Mais il y a plusieurs acteurs qui ne sont pas vraiment représentés dans les négociations. Puis il y a toujours une idée de comment on peut ouvrir la porte puis faciliter leur participation. Mais je voulais juste présenter un peu un diapo un peu déprimante. Ça, c'est le rapport de synthèse sur les contributions déterminées nationales qui était lancé juste en septembre. Puis on voit que le rouge, c'est on est sur d'ici les lignes noires, c'est les émissions historiques, mais avec les plans nationaux, les contributions déterminées nationaux, on ne voit pas assez d'ambition. Donc, on doit chercher une réduction ici pour éviter un changement de 2 degrés Celsius et 1,5, il faut réduire même plus. Donc, on voit que oui, on propose une certaine réduction de la croissance des émissions, mais selon les GIEC qui ont analysé les données, ils suggèrent qu'on va avoir entre 2010 et 2030, on croit d'avoir une hausse des émissions de 16%. Et ça peut entraîner une augmentation des températures de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle, selon le rapport de GIEC. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on ne discute pas formellement à la COP26? J'en parle parce que pour avancer les dossiers des changements climatiques, souvent, il y a des enjeux qui sont politiquement trop délicats pour discuter formellement à la COP26. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une table ronde officielle, puis on va mettre ça sur l'agenda, puis on va en discuter de manière formelle pour prendre une décision formelle. Pour souligner que le COP26 est une organisation qui est basée sur le consensus. Ça veut dire que si un pays objecte et ne veut pas adopter une décision, il peut bloquer la décision pour toutes les autres personnes. Ça, c'est cette façon de fonctionner de la conférence des Nations Unies et les COP a été critiquée depuis des années, puis on ne voit pas une modification dans la gouvernance formelle de la COP. Donc, c'est toujours un pays, un vote, puis chaque vote est important. Donc, voilà, ces enjeux informels sont discutés et pour moi, je trouve ça très intéressant d'aller discuter avec les autres personnes qui
c'est une grande conférence avec 30 000 personnes cette année. Malgré le COVID, c'est vraiment une belle opportunité pour discuter avec les autres acteurs politiques et des autres chercheurs. Donc, les enjeux informels, ils sont trop sensibles pour discuter formellement dans le COP26, mais c'est l'élimination du charbon, la réduction de méthane par 30% à 2030, les ambitions de zéro émission nette d'ici 2050, les solutions basées sur la nature, surtout la conservation des forêts mondiales, le captage du carbone. Et aussi, une chose que je vais souligner ici, c'est un club climatique construit autour d'un prix du carbone aux frontières. On commence à en discuter, surtout au niveau, c'est vraiment une discussion qui a été lancée par l'Union européenne. Pourquoi ces enjeux sont si compliqués? Mais il faut comprendre comment l'ONU envisage les choses et comment les autres organisations de la politique globale mondiale peuvent être faites. On peut diviser les approches à la coopération internationale selon deux axes, des acteurs monocentriques ou une gouvernance polycentrique. Puis on peut aussi avoir les acteurs centralisés, puis on peut avoir les acteurs très dispersés. Donc, l'idée derrière les conventions cadres des Nations Unies, c'est que l'ONU va jouer un très grand rôle. C'est dans cette boîte ici. Donc, l'ONU est les plus importants acteurs et qui va chercher, tout le monde doit se conformer avec les politiques de l'ONU. Mais on sait que l'ONU n'est pas assez puissant pour faire ces genres des actes ou des exigences. Donc, il y a beaucoup de recherches sur les gouvernances polycentriques. Et ici, il y a un débat sur les acteurs non étatiques, qui sont souvent les petits acteurs, peut-être les gros acteurs comme Québec, mais ils sont pas des villes, des ONG, des compagnies privées, surtout avec les entreprises. On parle de plusieurs acteurs politiques, mais à plus petite échelle. Entre les deux, c'est une approche qui est un peu plus centralisée, mais aussi polycentrique. Ici, je présente parce que c'est l'idée derrière le marché du carbone entre la Californie et le où l'idée, c'est peut-être qu'on va être capable de créer un marché du carbone qui va regrouper plusieurs acteurs, peut-être pas nécessairement étatiques, mais ici, Californie et Québec, les deux ne sont pas considérés comme des acteurs étatiques dans la Convention cadre des Nations Unies. Donc, mais aussi, on voit que le gouvernement du Québec et le gouvernement de Californie ont plus de pouvoir que plusieurs d'autres acteurs non étatiques. Donc, c'est aussi une approche qui, je pense qu'on peut peut-être regarder un peu plus en détail. Pourquoi c'est intéressant pour moi? C'est parce que je trouve qu'ici, c'est en train de débloquer. Surtout avec cette idée d'un prix du carbone aux frontières. Si vous n'êtes pas au courant, il y a des discussions qui étaient lancées par l'Union européenne qui propose ça pour son plan vert. Et je pense que le Canada commence à regarder ça de manière importante. Peut-être est-ce que le Canada va être capable d'adopter un prix du carbone aux frontières? Ça veut dire on va mettre un prix sur les importations des biens et services importés au Canada. On peut imaginer l'acier qui est fabriqué en Chine, qui est importé au Canada, qui va concurrencer avec l'acier qui est fabriqué ici de manière plus propre, on espère, avec moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va mettre un prix qui va chercher à égaliser l'acier fabriqué à l'extérieur du Canada avec l'acier qui est fabriqué plus propre au Canada. Qui est c'est vraiment quelque chose de fortement intéressant. C'est un grand défi.
ça aborde un peu les compétences et le pouvoir de l'ONU. En fait, je crois que l'OMC va discuter les enjeux à Connect dans les prochaines semaines. Ce n'est pas la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder, mais on ne va pas en discuter ça au sein formel de la ONU, de conférence sur le changement climatique, le COP26 à Glasgow. Mais c'est sûr que informellement, on va discuter. Et moi, je suis intéressé à discuter ces enjeux-là et aussi les enjeux sur le financement climatique et les coopérations et on va dire. Je vais terminer juste avec un petit avertissement sur une série de séminaires. On a déjà lancé nos séminaires. On a même un séminaire demain sur le Climate and Transport Policy in California. Pourquoi c'est important? Parce que la Californie est vraiment le moteur d'innovation sur le plan des changements climatiques aux États-Unis. Et on est chanceux d'avoir Lou Fulton, qui est vraiment un expert reconnu international sur les enjeux de UC Davis, qui va nous présenter demain. Il reste encore des billets, donc vous êtes bienvenus, c'est aussi un webinaire. Mais on va aussi le 11 novembre, je vais être à le COP26 et je vais chercher des acteurs pour en discuter, peut-être organiser une mini-conférence on va diffuser aussi sur Zoom. Puis le 9 décembre, il y a aussi Minh Nguyen et une collègue qui vont présenter de fonds d'action sur leur fonds d'action aux défis climatiques. Et pour l'instant, on n'a pas activé notre canal YouTube, mais on va faire ça très bientôt. Donc, je vais arrêter là. Puis, on a un site web. J'espère que vous êtes capable de le trouver sur Google. Mais voilà, je me arrête là. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette présentation des enjeux. C'est intéressant de faire ressortir les enjeux qui sont peut-être pas les enjeux officiels, mais qui sont des questions extrêmement importantes et qui sont à la marge, mais qui peuvent devenir au cœur des prochaines politiques climatiques. Là, je pense entre autres à cette question d'ajustement du prix à la frontière. Là, je sais qu'ici, au Québec, le mouvement syndical en particulier et pousse beaucoup le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour réfléchir à des solutions de ce type-là. Alors, maintenant, on se tourne vers Nadia Lemieux, qui va nous donner un point de vue différent, point de vue d'une étudiante puis d'une militante aussi, de quelqu'un qui est jeune. Il faut se rappeler qu'avant la COVID, ce qui nous empêchait de circuler, ce n'était pas un virus, c'était une immense manifestation ici à Montréal. Le mouvement pour la justice climatique était un mouvement étudiant, était un mouvement qui poussait vers la grève climatique. La mobilisation était quand même emballante et incroyable. La COVID est venue ralentir le processus, mais déjà cet automne, on a vu le 24 septembre des grèves climatiques dans beaucoup de cégeps au Québec, des manifestations, des mouvements. Donc, on sent qu'il y a un regain, que cette mobilisation recommence. Et en même temps, on a tous vu, Nadia, tu l'as vu comme nous autres, les scénarios sont très durs, en fait, sont très pessimistes. Alors, dans ce contexte-là, comment quelqu'un comment on va à la COP dans ce contexte-là? Pourquoi aller à la COP et dans quel état d'esprit? Oui, bonjour tout le monde, mais merci premièrement à l'organisation de me donner l'occasion de prendre la parole sur ce sujet. Oui, en tant qu'étudiante à la maîtrise en sociologie qui s'intéresse beaucoup à ces thèmes-là, entre autres de la grande transition écologique puis post-capitaliste, mais surtout là, en tant que jeune adulte, effectivement, pour qui les changements climatiques représentent quelque chose de très concret dans la manière dont je pense mon présent, puis je réfléchis mon avenir, et je ne suis pas la seule parmi mes pairs à m'inquiéter évidemment de tout cela. Donc, en fait, je voulais, dans le cadre de ma présentation, me donner un petit peu la liberté de choisir un petit peu sur quoi je voulais parler. Donc, je voulais en fait vous parler de ce mouvement des jeunes pour le climat en bref. Là, comme Éric l'a mentionné, ça a diminué dans les dernières années à cause de la pandémie, mais c'est encore en branle, ce grand mouvement-là. Il y a une tentative de reprise des activités. Donc, je vais d'abord faire un survol un petit peu des faits saillants de ce mouvement-là pour se rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vais vous parler là, des particularités de l'approche des jeunes dans le mouvement écologiste. Et je vais soulever deux questions, en fait, celle de l'agentivité des jeunes et des enfants, parce que c'est un mouvement porté essentiellement par des jeunes qui sont mineurs, et également la question du discours qui est produit par ces jeunes. Puis
Puis en ouverture, j'aimerais peut-être apporter des petites réflexions sur la notion d'éco-anxiété dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, particulièrement lorsqu'on parle de l'engagement des jeunes dans la cause climatique. Donc, le mouvement des jeunes pour le climat, en bref, là, je vais y aller rapidement. Donc, c'est à partir de août 2018 que la jeune Suédoise Greta Thunberg a lancé le mouvement Fridays for Future, qui invitait en fait les élèves de partout dans le monde à faire la grève scolaire pour le climat. Donc, à chaque vendredi, là, on suggérait de faire cette action de désobéissance civile là, pour faire entendre leur voix. À Montréal, il y a plusieurs élèves de différentes écoles secondaires qui ont répondu à l'appel. C'était particulièrement à Montréal, mais pas seulement. Et donc, à partir de février 2019, il y a des élèves qui ont fait la grève chaque vendredi pendant 14 semaines ici au Québec. Et tout cela a culminé à Montréal avec la grande manifestation du 27 septembre 2019 qui avait lieu simultanément aussi dans d'autres villes du Québec et également partout à l'international. Donc, c'était une grande journée de grève mondiale. Et à Montréal, il y a eu, selon les organisateurs de la manifestation, 500 000 personnes qui ont défilé dans les rues. Donc, ça en ferait la manifestation la plus grande de l'histoire du Québec. Et ça en fait aussi également la plus grande manifestation qui s'est tenue dans le monde lors de cette journée de grève mondiale. Possiblement, en fait, que la présence de Greta Thunberg a contribué, en fait, à cette grande marche ici. Sinon, pour ce qui est à l'international, on peut quand même avoir une idée de l'ampleur du mouvement en allant sur le site web de l'organisation Fridays for Future. Donc, selon leurs chiffres, il y aurait à ce jour 16 millions de jeunes de 216 pays différents qui auraient pris part à 121 000 événements protestataires. Donc, on ne peut pas, à ce jour-là, juger des effets directs là, de ces mobilisations-là, mais on peut au moins reconnaître que ces manifestations ont un caractère très historique, justement, parce que ça a été très, très rapide à prendre de l'ampleur et ça a réuni des jeunes vraiment de partout dans le monde autour d'une seule et même cause qui était formulée sensiblement de la même manière d'un endroit à l'autre, même s'il y avait évidemment des différences contextuelles. Donc, je vais aller parler maintenant plus en profondeur de ce qui distingue l'approche des jeunes dans le mouvement écologiste conventionnel. Donc, il y a deux éléments que je veux mettre en relief. Le premier, c'est que le mouvement représente vraiment une prise en main par les jeunes de leur pouvoir d'agir. Donc, c'est une démonstration vraiment de l'agentivité de ces jeunes. La deuxième question, c'est celle de la construction d'un discours sur les changements climatiques qui n'est ni un discours scientifique, ni un discours, le discours écologiste conventionnel. C'est vraiment un discours qui leur est propre. Donc, je vais montrer comment il se distingue. Donc, d'abord, pour ce qui est de la notion d'agentivité, on peut voir en fait que la façon dont l'ampleur en fait du mouvement puis la rapidité avec laquelle les jeunes ont répondu à l'appel de Greta Thunberg, ça vient quand même contredire beaucoup les descriptions courantes des jeunes qu'on entend souvent là, comme étant soit pas du tout politisés ou moins politisés qu'avant, et plus spécifiquement pour la question des enfants, comme étant des citoyens en devenir, c'est-à-dire des citoyens qui sont en attente d'être éduqués à la vie citoyenne. Donc ça, c'est des stéréotypes qu'on connaît, qu'on entend depuis longtemps, mais qui n'ont quand même pas été sans conséquences historiquement, dans le sens qu'en représentant ainsi la jeunesse, on a mis en fait leur voix à l'écart des sphères décisionnelles, puis on a reproduit l'idée selon laquelle il fallait enseigner à ces jeunes-là les manières acceptables de s'engager en politique. Donc, c'est devenu une sorte de prophétie autoréalisatrice, dans le sens que quand on nie le potentiel politique des jeunes, bien, ça se traduit par une barrière réelle à leur participation politique. Et donc, on nie leur agentivité dans leur propre socialisation politique. Mais donc, à l'opposé de ces représentations-là sur la participation politique des jeunes, il y a des auteurs qui ont plutôt soulevé que les jeunes ne sont pas moins engagés qu'avant, mais plutôt ils priorisent aujourd'hui des nouvelles formes de participation politique qui concordent mieux à leur réalité. Et donc, quand on pense comme ça, l'engagement politique des jeunes, on va reconnaître quand même l'influence de certaines institutions sur la manière de se représenter le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend à l'école et dans notre famille. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, l'école et la famille fournissent un matériel brut aux jeunes, mais c'est vraiment les jeunes qui vont synthétiser ce matériel-là puis en faire quelque chose qui fait du sens pour eux. Donc, dans le cas qui nous intéresse, les jeunes ont eu accès au matériel brut de la science pour le climat, mais c'est eux qui créent en fait un sens qui met en évidence leur rapport intime au changement climatique. Donc, le point à retenir, en fait, c'est que lorsqu'on pense le mouvement des jeunes, c'est très important, en fait, de reconnaître l'agentivité des jeunes comme point de départ, puisque, en fait, c'est une résistance qui est organisée et publique et c'est pas du tout l'expression, par exemple, de l'immaturité d'enfants qui vont dans les rues pour se plaindre et tout ça. On a entendu toutes sortes de discours du genre lorsque les enfants ont pris la rue là, au départ. Donc, c'est important de reconnaître, en fait, que c'est pas du tout ça. Donc, quand on reconnaît aussi l'agentivité, bien là, on reconnaît aussi que ces jeunes-là sont capables de poser des actions
collectif d'un différent répertoire d'actions, que ce soit des actions qui sont extra-institutionnelles, donc directement dans la rue, les manifestations et tout ça, mais également des actions institutionnelles. Donc, on a vu dans différents pays, dont le Canada, on a vu des jeunes qui sont allés carrément devant les tribunaux pour poursuivre leur gouvernement. En fait, ils argumentaient que le gouvernement avait failli à leur devoir de protéger les droits fondamentaux des générations futures. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'était celui donc, de la construction du discours par les jeunes activistes. Donc, comme j'ai dit, qui se distingue des discours dominants dans le mouvement écologiste, mais également du discours scientifique sur le climat. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en fait ces jeunes? C'est quoi leur message? Je réponds à cette question-là en parlant du concept de cadrage, qui est un concept dans sociologie des mouvements sociaux qui veut dire, en fait, c'est comment qu'une organisation militante construit le sens qui est associé à l'action. Donc, en d'autres mots, c'est la manière dont un mouvement va construire le discours pour motiver les gens à se rallier à leur cause. Un processus de cadrage se décline toujours en 3 étapes essentielles. Donc, il y a le cadrage d'abord de diagnostic. On va dire c'est quoi la situation problématique et qui en est responsable. Ensuite, il y a le cadrage de pronostic où là, on va proposer en fait les solutions qu'on préconise. Et ensuite, il y a le cadrage motivationnel, et donc c'est dire pourquoi vous devriez vous joindre à nous. Et donc, je veux montrer en fait que pour les jeunes activistes pour le climat, on a réussi à construire un sens vraiment spécifique qui permet d'expliquer en fait pourquoi le discours du mouvement Fridays for Future a été efficace à ce point-là pour rallier les jeunes. Donc, du côté du cadrage de diagnostic, évidemment, le problème, c'est quoi? C'est les changements climatiques. Donc, c'est pourquoi, quand les jeunes s'expriment, les jeunes leaders, entre autres Greta Thunberg toujours en premier lieu, mais également les jeunes leaders à Montréal le font de même, vont accorder une grande importance au relais des données scientifiques sur le climat, vraiment dans le but de souligner la gravité du problème. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on voit, par exemple, le dernier rapport du GIEC, à quel point il peut être utile, il peut être repris pour ces jeunes activistes. Et donc, déjà, on les a vus là, souvent rapporter telles quelles les données qui sont présentées dans ce type de rapport scientifique. Et les jeunes eux-mêmes ne vont pas hésiter à dire qu'ils se font porte-parole en fait, de la science et ils invitent les décideurs à écouter la science. Donc ça, on va vraiment souvent entendre les jeunes dire ça. Donc en fait, c'est une façon de montrer que les jeunes, en fait, ont un appui légitime et crédible. Ils ont le sceau de la science pour justifier, en fait, leurs revendications qui sont souvent considérées comme plus radicales, là, les revendications que les jeunes portent, notamment la demande principale qui est celle d'un désinvestissement des énergies fossiles immédiats et des approches telles que la décroissance, par exemple. Donc, c'est une façon un peu de se ranger du côté de la science et de mettre en évidence que leurs opposants, par leur inaction, nient en quelque sorte le consensus scientifique. Par contre, une organisation militante ne peut pas seulement servir de relais à la science, donc elle doit vraiment se démarquer en formulant des cadres de diagnostic qui sont innovants. Puis une façon d'y arriver, c'est de faire appel à des cadres d'injustice en identifiant les victimes et les responsables d'une injustice. Et dans le discours des jeunes pour le climat, on a vraiment affaire à ce genre de discours-là, où on va vraiment cadrer l'échec et l'inaction des représentants de l'ordre établi comme une injustice envers des victimes. Et puis les victimes, c'est la jeune génération elle-même et les générations futures. Ensuite, pour ce qui est du cadrage de pronostic, donc c'est-à-dire quelle est la solution proposée par le mouvement Fridays for Future, on trouve 3 dimensions qui sont offertes par les jeunes. Donc d'abord, on insiste sur un plan d'attaque qui serait fondé sur l'action collective et la désobéissance civile. Donc, les jeunes se présentent comme étant les seuls héros capables de régler le problème de l'inaction face au changement climatique, dans le sens qu'ils ne vont pas se contenter de rester de simples victimes. Ils et elles vont prendre en charge leur destin et vont joindre le mouvement. Donc, ça nous ramène un peu à cette idée d'agentivité que j'ai discutée plus tôt. Ensuite, une deuxième dimension du pronostic, c'est que les jeunes, en fait, offrent un plaidoyer pour des changements systémiques qui sont en cohérence avec la hauteur de la crise. Donc, c'est pourquoi ils vont préconiser justement des approches comme la fin des investissements dans les énergies fossiles, comme j'ai nommé plus tôt, et la décroissance, par exemple. Ensuite, un troisième élément de leur pronostic, c'est en fait qu'ils vont réfuter les logiques réformistes qui sont prônées par les opposants. Donc, pour eux, évidemment, c'est clair que seules des mesures radicales là, au niveau systémique vont être un moyen de restreindre en fait, la hausse des changements climatiques sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Voilà. Enfin, il y a le cadrage motivationnel, qui est donc les motifs qui sont fournis par le mouvement pour inciter les individus à passer à l'action. Et pour ce faire, là, le mouvement va avoir affaire à des vocabulaires qui mettent vraiment en évidence la gravité et l'urgence de la situation,
mais aussi l'efficacité de l'action collective et la responsabilité morale d'agir. Donc, pour ce qui est de la gravité du problème et l'urgence d'agir, on va souvent entendre en fait les activistes du mouvement amplifier le problème de sorte vraiment que l'enjeu de la lutte au changement climatique devient le seul et ultime enjeu en fait autour desquels en fait les jeunes devraient se rallier. Donc, on va en fait avoir constamment recours à ce genre de rhétorique, notamment encadrant les changements climatiques comme un problème existentiel. Fait qu'en gros, les jeunes vont dire si les générations plus vieilles peuvent se permettre l'inaction, c'est parce qu'elles ne seront pas là pour vivre les impacts les plus dévastateurs des changements climatiques. Et donc, les jeunes refusent d'attendre d'être eux-mêmes adultes pour agir. Donc, c'est toute là l'urgence d'aller dans les rues dès maintenant et de ne pas attendre plus tard pour, disons, d'attendre d'avoir atteint l'âge de la maturité pour participer, disons, dans les sphères politiques institutionnelles. Ensuite, ils vont beaucoup insister sur l'efficacité de l'action collective. Donc, ça, c'est très important. Il faut cultiver un sentiment d'efficacité chez les jeunes. Surtout, en fait, il faut leur démontrer qu'en agissant collectivement, le changement social est possible. Et ça, c'est vraiment important, considérant leur exclusion des sphères politiques institutionnelles de par leur âge, mais aussi de par les stéréotypes que j'ai soulevés plus haut sur la participation politique des jeunes. Et enfin, il y a tout un appel à la responsabilité morale. Donc, on va aller cultiver chez les jeunes le sentiment du devoir moral de participer à l'action. Et le devoir moral tient en fait dans le fait que si les jeunes ne prennent pas la rue pour défendre leur futur, ben, c'est personne qui va le faire à leur place, en fait. Donc, ça revient constamment dans le discours. Et chez Thunberg, par exemple, on entend souvent dire « nous changeons le monde, nous sommes le changement ». Donc, elle dit carrément « c'est notre devoir moral ». Donc, ça, on l'entend vraiment souvent de la bouche des jeunes activistes. Donc, pour conclure, pour ouvrir, j'avais une petite réflexion autour de la notion d'éco-anxiété parce que c'est une chose dont on entend fréquemment parler dans les médias, entre autres récemment quand on parle des jeunes par rapport au climat. Puis je pense qu'il vient vient quand même en opposition avec la discussion que j'ai eue plus tôt sur l'agentivité des jeunes. En fait, c'est normal en fait que quand on insiste sur la gravité et l'urgence d'un problème, ça peut avoir le potentiel de créer un effet de démobilisation. Ça, c'est vrai dans d'autres causes, là, pas seulement dans la cause climatique. Et évidemment, c'est l'effet contraire qui est recherché par les organisations militantes. Et donc, le potentiel de démobilisation vient du fait que quand on cadre un problème d'une manière cataclysmique, bon, ça peut créer un sentiment de désespoir qui vient vraiment briser un petit peu la confiance que les gens peuvent avoir dans la possibilité réelle de créer un changement. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui existe auprès des jeunes. Là, je vois auprès des gens de ma génération, mais également, je pense qu'il peut se produire un peu pour tout le monde, là, de se dire, bon, ça ne sert à rien, vu l'état des choses, de continuer. Par contre, comme je l'ai nommé plus tôt, les mouvements des jeunes pour le climat insistent beaucoup sur l'efficacité, justement, d'être dans les rues, et ça contribue à répondre en fait à ce sentiment d'impuissance qui peut être créé. Et donc, je ne veux pas ni remettre en doute l'existence d'une anxiété qui serait provoquée par les incertitudes liées au changement climatique. Je veux dire, j'en vis moi aussi, je pense que c'est normal de l'expérimenter. Par contre, je voulais juste souligner que l'attention qu'on porte actuellement à ce phénomène semble un peu réducteur au sens où ça vient un peu nier l'agentivité des jeunes que j'ai décrite plus tôt. C'est-à-dire que l'indignation exprimée par les jeunes pourrait être réduite à une espèce d'affolement ou une réaction du corps qui viendrait en fait placer les actions des jeunes dans le domaine un peu du déraisonnable, de l'immaturité. Donc, c'est un peu camper les jeunes dans cette position de victime sans reconnaître en même temps leur part d'agentivité et le rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte au changement climatique et le rôle, en fait, qu'ils jouent déjà là, dans cette lutte. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être juste mentionner en fait que la manifestation pour le climat du 24 septembre dernier, là, j'étais présente, ça remarquait un peu la reprise justement des mobilisations des jeunes là, après cette pandémie. Il y avait certes moins de monde qu'en 2019, mais on ressent quand même cette attitude parmi les manifestants là, où on nomme les luttes, par exemple, qui ont mené à l'arrêt du projet GNL Québec sur le fjord du Saguenay. C'est des choses que les gens nomment dans les discours pour un petit peu motiver et montrer qu'effectivement l'action collective peut mener à des résultats concrets. Donc, merci. Merci beaucoup, Nadia, pour cet éclairage.
sur les mouvements et sur donc aussi en même temps et c'est un enjeu. Puis moi, c'est peut-être une première question de relance parce que là, on peut discuter entre nous et on peut discuter. Donc, je vous demanderai peut-être d'ouvrir vos caméras, chers membres du panel. On a maintenant la possibilité de discuter entre nous et de discuter avec les gens qui assistent. Donc, poser des questions et on va les relayer par le biais de la fonction question-réponse. Moi, je vais vous faire une première question. Je vais vous lancer sur une première question et après, je laisserai peut-être si, la discussion prendre. Puis je partirai à l'envers. Donc, Nadia, tu pourrais commencer. Après ça, Marc. Après ça, Elisabeth. Puis pour finir avec Philippe. Puis ça serait, on prend un pas de recul puis on dit, bon, OK, l'accord de Paris, c'était, ça marquait un certain point tournant dans le discours climatique. En fait, on peut dire que le discours climatique est devenu, à partir de la COP de Paris, une des questions sociales, politiques fondamentales dans les démocraties, en particulier dans les pays capitalistes avancés. C'est devenu structurant. Puis en même temps, il y a eu aussi 1,5 qui a été pris. Il y a eu l'idée de cible qui est devenue structurante dans nos politiques même nationales. On s'est mis à réfléchir, même si ça se traduit peu. Alors, ça serait quoi en ce moment? La COP, ce n'est qu'un moment, mais je dirais en ce moment, la conjoncture, ce serait quoi qui serait un peu le point tournant, le tipping point, comme disait Philippe Gachon, dans la compréhension des enjeux climatiques? On assiste à quoi en ce moment comme transformation de ce discours-là ou de la présence de cette question-là dans nos sociétés? Je commencerai par toi, Nadia. Mais je pense que tu as déjà répondu à la question, mais tu fais quand même. Ben, je ne suis pas sûre de comprendre exactement qu'est-ce que tu veux dire par tipping point. Ben, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je veux dire, il y a ce mouvement Fridays for Future qui est sorti un peu comme de nulle part il y a 3 ans, qui semble se pérenniser. Est-ce que c'est une manifestation d'une nouvelle manière de comprendre cet enjeu-là ou pas? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va. C'est quoi la nouvelle. Qu'est-ce qui est changé dans la manière d'appréhender cet enjeu des changements climatiques par rapport à la dernière COP? Maintenant qu'on se place à Paris, à la dernier grand point tournant, ça serait Paris. Oui, ben, je dirais en fait que pour reprendre un peu ce que je disais plus tôt, les jeunes se sont vraiment imposés comme une force politique quand même non négligeable dans ce débat-là, alors c'était peut-être quelque chose qu'on disait qui était abstrait pour eux, où il n'y avait pas leur place autour de la table. Puis là, je pense que maintenant, ils ont démontré que non seulement il y avait leur place, mais il y avait des choses à apporter, puis que, en fait, on ne pouvait pas ignorer leur rôle là-dedans parce que je dirais pas les principales personnes concernées. Là, il y a plusieurs groupes de population qui sont extrêmement touchés par ces enjeux-là, mais de savoir qu'eux vont évoluer puis vont vivre de plein fouet ces impacts-là, je pense que ça justifie en fait leur présence dans ces événements-là. Parfait. Alors, Marc, toi, est-ce que tu vois un point tournant? Puis, il commence à y avoir des questions dans le chat, donc je vous invite à aller les voir. Mais est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui, dans la conjoncture actuelle, marque un point tournant dans la manière dont on cadre les enjeux climatiques? Si je peux, la décision de l'Union européenne de lancer le débat sur les taxes, la tarification de carbone aux frontières, je pense que c'est un enjeu très important. Si on est capable d'organiser un club, une association des États membres qui sont capables de s'organiser autour des réductions des émissions de gaz à effet de serre, ça peut avoir un gros impact sur la faisabilité politique. Puis aussi, il faut souligner que les émissions de gaz à effet de serre, une des grands enjeux, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement. Donc, on peut bien avancer nos activités ici au Québec et au Canada et dans les pays riches développés, mais si on n'est pas capable d'embarquer les pays en voie de développement dans ce processus, on ne va pas réussir. Donc, le ONU, il y a beaucoup de carottes, mais les carottes ne sont pas des grandes carottes. C'est ça le gros problème avec l'ONU. On va créer des financements, appuyer les capacités, mais l'Union européenne, je pense qu'il commence à sortir le bâton. Le bâton, c'est la tarification carbone aux frontières. Et c'est peut-être que c'est ça qui est nécessaire. Elisabeth?
Alors moi, je répondrai à ta question en disant oui, il y a quelque chose qui a changé depuis les accords de Paris. Trump n'est plus là. Donc ça, c'est une grosse avancée. Je pense qu'à lui seul, il représentait un gros risque contre les efforts climatiques. Donc on voit que Biden est quand même un peu plus réactif par rapport à la question climatique. Je dirais aussi que ça a changé dans le sens où le GIEC, et je pense que dans la littérature en général, il y a une reconnaissance à 99,9% que les changements climatiques sont le résultat d'effets anthropiques. Donc, il n'y a plus de climato-scepticisme ambiant. Et je dirais aussi que quelque part, rien n'a changé parce qu'on est quand même dépendant des énergies fossiles à 80% toujours. Notamment, on a parlé du charbon tout à l'heure qui revient encore en puissance. Et à Glasgow, la Chine, la Russie ne vont pas être là. Donc, ce sont les plus gros, enfin la Chine, plus gros pollueur au monde, la Russie qui commence à le devenir. Donc, je pense que ça, c'est problématique. Et aussi au niveau, je dirais non, aussi au niveau des processus démocratiques. On a eu des élections fédérales récemment et on a vu la place minimale que les changements climatiques et la question environnementale a pris dans les débats politiques. Et je trouve que c'est quand même assez alarmant à cette époque que nous vivons en ce moment, qu'il y ait si peu d'attention au niveau politique donné à cette question-là. Et je pense que le gouvernement fédéral a beaucoup de comptes à rendre. Oui, absolument. Philippe? Très intéressant tout ce qui vient d'être dit aussi. Je partage le point de vue de mes collègues, mais moi je vais revenir à ce que la nature a horreur du vide. Ce qui vient de changer, c'est la COVID. La COVID vient de démontrer, on le fait tous, que les États, les populations sont capables d'une mobilisation sans précédent. Il va falloir capitaliser là-dessus. On a fait des dépenses comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et l'urgence climatique, peut-être qu'il va falloir des catastrophes à répétition pour que les États et certaines populations en prennent acte. Et j'espère pas que ça va se produire. Mais je peux vous dire, pour discuter avec certains collègues en Europe, que la prise de position, notamment, oui, ça ne s'est pas nécessairement manifesté à court terme, mais avec l'événement qui s'est passé en Allemagne ou dans certains États du monde, c'est en train de générer des actions, des prises de position qui vont peut-être, j'espère, non seulement se pérenniser, mais changer la façon dont on adresse le problème. Oui, tu as raison, Eric, il y a effectivement quelque chose qui a changé à Paris. La mobilisation des jeunes, je pense que c'est tout à fait pertinent, mais malheureusement, et c'est peut-être, et l'ONU nous le répète, et la COVID vient nous le montrer, il faut des événements pour faire changer les choses, malheureusement. Et je lisais ce matin un rapport d'ailleurs qui vient de sortir. Le changement climatique tue plus de monde que n'importe quel COVID au Canada. Peut-être que justement dans le domaine de la santé, il faudra en parler plus souvent. Mais ce qui s'est produit cet été avec les feux de forêt dans l'Ouest, tu en parlais tout à l'heure avec ta fille qui respirait de la cendre. S'il devait y avoir des événements comme ça récurrents, et c'est malheureusement ce qui est en train de se produire, je pense que c'est ça qui va faire changer. Et oui, les jeunes, vous avez un rôle fondamental à jouer. Mais il va falloir malheureusement qu'il y ait d'autres événements qui se produisent, que peut-être on va passer à l'action, parce qu'il y a tellement d'enjeux reliés évidemment à la mobilisation, pas juste des États, mais des collectivités pour faire changer les choses. Et donc voilà, moi je pense que les tipping points sont là. La météo, tu en parlais tout à l'heure, Elisabeth. Le climat, pour résumer, c'est le signal de tous les événements météorologiques qui passent dans un endroit. Donc le climat qui change, ça veut dire les conditions météorologiques qui changent. Et c'est déjà en train de changer, on ne se pose plus la question. Donc des événements comme on a vu de feux de forêt comme cet été, malheureusement, il y en aura d'autres. Alors, il y a une première 3 questions qui ont été mises dans le question-réponse. Bon, il y en a une qui portait sur Poutine et ça a été dit justement, Poutine qui n'est pas, mais une question, est-ce qu'on pense, alors ceux qui sont peut-être plus proches des négociations, est-ce qu'il va y avoir des
des mesures d'atténuation concrètes et est-ce que c'est possible de penser à des consensus dans le cadre de quelque chose qui s'appelle comme une COP qui se traduisent par des politiques contraignantes? Et sinon, c'est où sont nos espaces d'action effectifs, c'est-à-dire à quel niveau peut-on agir si ce n'est pas dans ces sphères-là et de quelle manière peut-on agir? C'est une question générale que je lancerai à tout le monde. Marc, oui? Oui, je peux peut-être juste repousser que non, on ne va pas avoir un consensus à l'échelle mondiale, mais on n'a pas besoin d'un consensus à l'échelle mondiale. L'ONU cherche un consensus à l'échelle mondiale, au consensus parmi les membres, mais même les pays membres ne représentent pas nécessairement tout le monde du monde parce que l'organisation politique est plus compliquée. On a des acteurs étatiques et non étatiques qui sont organisés de plusieurs manières. Mais on n'a pas besoin de consensus. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un certain nombre des acteurs puissants avec des moyens d'imposer une politique d'échange climatique sur des autres membres, soit des pays ou des acteurs politiques qui sont plus sceptiques de l'importance d'agir. Donc, c'est une question de pouvoir politique également. Donc, les questions de consensus, tout le monde veut ça, mais des fois, au niveau politique, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quoi les organisations autres que l'ONU pour organiser une telle politique transnationale mais peut-être on voit quelque chose déjà ici en Amérique du Nord avec le marché du carbone qui lie le Québec et la Californie, qui est complètement hors du système de l'ONU. Cet projet de taxe carbone aux frontières, j'imagine que ça ne va pas être imposé par l'ONU, mais ça a un gros risque d'avoir des impacts majeurs. Il y a aussi beaucoup d'intérêt dans les actions des compagnies, des ONG, et s'organiser au niveau local pour chercher à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que le débat est ouvert. On sait qu'il y a beaucoup des activités, il y a beaucoup des actions. Est-ce que ces actions amènent des résultats importants des émissions de gaz à effet de serre? Je pense que le débat est ouvert sur ce genre de questions. Mais c'est sûr qu'il y a une contribution des acteurs non étatiques. Mais je pense qu'on doit comme intégrer un peu mieux le niveau international top-down avec le bottom-up. C'est ça qu'on est en train de faire. Kyoto, c'était vraiment top-down. Puis Paris, depuis, c'est vraiment bottom-up. Mais là, on doit serrer les vis, si je peux dire. Donc, je m'arrête là. Mais je ne sais pas, est-ce que Elisabeth ou Nadia, par rapport à ces forces de changement que vous voyez ou vous ne voyez pas, qui par-delà ce qui se passe à la COP, je ne sais pas si vous aviez perspective sur ça. Alors moi, j'ai pas d'exemple concret là, mais je pense qu'évidemment, c'est vrai que ça va venir par le bas parce que c'est vraiment là que les choses se passent concrètement. Mais je pense qu'il faut aussi de la part des États beaucoup plus d'outils d'incitation justement à la baisse d'énergie carbone, d'énergie fossile dans le secteur privé. Je veux dire, tout se fait sur la base volontaire, sur des bases volontaires en termes des industries, etc., même en termes des États. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des outils un peu plus forts que les bâtons et les carottes. Donc peut-être que là, le COP26 ça m'étonnerait, mais disons que je suis un peu cynique là, mais je pense qu'il faut des mesures un peu plus contraignantes parce que je pense que ça ne marche pas cette approche. On essaie de responsabiliser malheureusement, on essaie de responsabiliser les individus sur des choses, sur des problématiques qui sont systémiques, qui sont structurelles. Et moi, je pense que là se situe le problème et il faut donc avoir une emprise un peu plus forte sur justement les comportements des acteurs qui sont les plus gros pollueurs dans ce monde. Et
Nadia, je ne sais pas si... en même temps, Éric Mertel qui pose la question, qui dit, dans le fond, ce qui a changé, c'est que les changements climatiques sont un symptôme et non pas la cause. La majorité des changements sont nécessaires. C'est des changements socio-économiques profonds et systémiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... est-ce qu'on peut agir là-dessus et ça veut dire quoi agir là-dessus? Je vais rebondir tout de suite, puis je vais prendre aussi la question de M. Bernard Paquito, qui est tout à fait pertinente. Nadia, je ne veux pas te faire peur, mais c'est votre génération à vous et la suivante qui va gérer ça, ce n'est pas la nôtre. Les enjeux sont trop, on va dire, à court terme, et Marc a raison, le consensus au niveau international, en plus, effectivement, M. Poutine vient d'annoncer qu'il ne sera pas à la COP, donc il y a des joueurs qui ne seront pas là de toute façon. Donc je pense que ça va passer par plusieurs choses, et puis Eric a tout à fait raison, c'est les enjeux socio-économiques, mais c'est l'éducation, la sensibilisation, la mobilisation qui va faire changer les choses, mais malheureusement, peut-être, il va falloir attendre qu'on ait 2 degrés, parce qu'effectivement, 2030, c'est demain, hein, donc malheureusement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire d'ici 2030, parce qu'on n'a pas pris action déjà, de toute façon. Le GIEC vient nous le rappeler. Donc, oui, c'est fondamental qu'on en parle de ces enjeux-là, pas juste dans les cours de changement climatique ou mes cours de climato, mais que ce soit enseigné dès l'enfance, à tous les niveaux. C'est déjà le cas dans plusieurs pays. Il va falloir justement que tout ça, il y ait un apprentissage, des façons de changer les choses, un savoir-être, un savoir-faire aussi qui se développe, et aussi renvoyer, en fait, revoir la façon même dont on se développe. Mais comme je dis, je vais terminer là-dessus, il y a 4 choses qui sont en train de générer le problème et de tuer du monde. C'est la bêtise, on le sait tous, l'ignorance, le déni et l'inaction. Donc, il faut travailler sur ces 4 choses-là, par étapes. Alors, oui, Marc, tu as raison. Il va falloir travailler, et puis les États ont à faire, mais le problème, il y a beaucoup d'États qui font du déni, qui ne font pas de l'action ou qui maintiennent l'ignorance. Donc, il va falloir qu'on travaille, et pas juste les universitaires là-dessus, mais il va falloir vraiment travailler à la base. Ça va passer par les enfants, les prochaines générations, on revoit la façon de faire. J'espère, Nadia, je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce qu'on parle de ça dans mes cours avec les étudiants. Vous-même, c'est sûr qu'on ne peut pas vous donner cette responsabilité-là, mais vous allez avoir une responsabilité à gérer en termes générationnels qui va être fondamentale, de ne pas répéter les erreurs de vos aînés. Et je ne sais pas comment tu vois ça. Évidemment, ça touche à l'éco-anxiété, mais il ne faut pas faire une transition, il faut faire une transformation. Et comment cette transformation-là va se faire? Ben, il faut travailler en particulier sur les 4 aspects dont je te parlais tout à l'heure. Oui, Philippe, je rajouterais peut-être un 5e aspect que peut-être mon côté sociologue, mais je dirais qu'il y a des rapports de pouvoir aussi. Il y a des États qui sciemment, comme l'État canadien, 8e producteur de CO2 pour l'extraction d'hydrocarbures. Là, hein. Je parle juste du secteur de l'extraction d'hydrocarbures. On est quand même des bons champions et on le sait. Et on décide de ne pas agir, pas par déni, mais parce qu'on a des intérêts. Il y a des intérêts économiques extrêmement puissants qui nous gardent là. J'ajouterais le pouvoir, mais bon. Il y a Marc, je ne sais pas, Nadia, on t'a interpellé à 2 reprises, mais tu peux continuer à laisser la parole circuler, c'est comme tu veux. Ben, je peux quand même un peu répondre à Oui. Gachon. Ben, en fait, oui, je crois que l'éducation, c'est important pour que la nouvelle génération prenne le contrôle un peu de ces débats-là et tout ça dans le futur. Cela dit, je pense que quand je regarde mes pères et encore plus la génération suivante, je pense qu'ils démontrent déjà une grande compréhension à ces faits des enjeux qui leur viennent de l'éducation, évidemment, qu'ils reçoivent de leurs parents, mais également à l'école. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus ces préoccupations. Évidemment, c'est inégal d'une école à l'autre et en fonction des professeurs, mais je pense qu'il y a cette conscientisation-là. Et d'ailleurs, c'est un problème, je pense qu'on peut voir un peu quand les jeunes dans les manifestations se font interviewer par les médias, on leur demande « Qu'est-ce que vous faites à la maison? » Et là, on va entendre « Ben là, je recycle et tout. » Mais en général, qu'est-ce que les jeunes nous disent? C'est que nous, on fait notre part déjà, on est déjà conscients de ça. On conscientise même les adultes, on conscientise nos parents, on essaie de faire ces changements-là autour de nous. Mais là, évidemment, les solutions doivent venir de plus haut. Donc, je pense que c'est la pression qu'il va falloir qu'ils se maintiennent dans ces mobilisations-là
il va falloir qu'ils se maintiennent à un rythme plus élevé encore. Là. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un grand appel à la participation en ce moment des jeunes pour reprendre le rythme pré-pandémie des mobilisations. Marc, tu avais levé la main. Puis après ça, on pourrait prendre une dernière ronde de commentaires de la part des panélistes et aller vers le mot de la fin. Oui, c'est juste une réaction, M. Martel. Oui, il y a les limitations de qu'est-ce que l'ONU et les conférences qui est représentée par les conférences des partis peut livrer, mais la conférence est toujours importante pour les réunions des personnes de partout dans le monde. Donc, je pense que nous 4 personnes qui sont ici vont assister à la conférence sur le changement climatique. Et c'est une belle opportunité de rencontrer des autres acteurs pour échanger des idées. Oui, on peut faire quelque chose par Zoom, mais on sait qu'il y a des limitations. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un échec, le COP, mais on a besoin d'imaginer des alternatives aussi. Des alternatives à la COP. Ouais. Elisabeth, puis après, on peut y aller avec les dernières interventions des membres du panel. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est simplement, déjà, la COP26 à Glasgow, je voudrais rebondir aussi sur la question de la pandémie, parce que c'est sûr que ça va teinter les négociations à Glasgow, du fait déjà qu'il y a beaucoup d'acteurs non étatiques qui ne vont pas pouvoir se rendre à Glasgow sur place pour des raisons sanitaires, évidemment, avec les vaccins qui ne sont pas reconnus, etc. Et déjà, même nous, les membres de l'UQAM qui essayons de nous rendre à Glasgow, ce n'est pas une affaire simple. Donc, je pense que ça va aussi jouer sur ce qui va se faire aussi dans la rue, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment au niveau de la société civile aussi, toutes les actions qui vont être prises à côté de la conférence des Nations Unies. Parce que je pense qu'il faut reconnaître aussi que les Nations Unies n'ont jamais été un endroit, c'est pas la police du monde, les Nations Unies. Donc je pense qu'il va falloir trouver des moyens et des solutions qui sont matériellement possibles et qui inspirent les gens et toutes les générations confondues. Merci Elisabeth. Alors, dernier mot, conclusion de la part, je ne sais pas si les autres intervenants veulent ajouter quelque chose, sinon on va aller vers la clôture de la table ronde. Moi, je vais peut-être rebondir, j'aimerais ça, peut-être mes collègues, comment développer une intelligence collective qui ne soit pas dépendante, on le voit, des négociations internationales, ou que ça finisse par aboutir, parce qu'en fait, on le sait tous, nos gouvernements sont le reflet de la société quelque part, même si on a quand même aussi des changements à faire, notamment ici au Canada, au Québec, pour représenter ce qui est particulier. Elisabeth en a parlé. On n'a aucun parti vert qui est capable d'avoir plus que 2-3 députés, ce qui n'est pas le cas en Europe, ce qui a fait aussi en sorte qu'il y a quand même certains États qui ont réussi à obtenir des succès en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre ou des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y avait le pouvoir aussi politique et les partis écologistes qui étaient très présents, non seulement dans le débat, mais dans la Chambre des communes, qui permettaient de voter des lois. Okay? Ce qu'on n'a pas ici au Canada. Peut-être on pourrait commencer par ça. Notre intelligence collective québécoise, canadienne, nous sommes 4 à aller peut-être, j'espère, à la COP à Glasgow. Qu'est-ce qu'on aurait comme message à la fois à véhiculer avec nos homologues ou des discussions à avoir? Puis quand on revient ici, qu'est-ce qu'on devrait dire aussi ici à l'État québécois? On se retrouve dans un gouvernement qui va être, on va être en élection l'année prochaine, on refuse pour l'instant d'avoir des proportionnels, on a ce débat-là au fédéral. Comment nous, au Québec et au Canada, on peut aussi contribuer non seulement à cette, on va dire, intelligence collective, mais construire quelque chose qui nous permettrait de prendre action. Parce que je vais terminer, puis je vous laisse là-dessus. Vu qu'on fait partie du problème, on peut-tu également faire partie de la solution? Et un rapport sortait hier, n'est-ce pas Eric, parce que je t'ai vu dans les médias ou d'autres collègues, pour dire, ouais, mais le Canada, il ne va pas atteindre ses objectifs en 2030. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?
intelligence collective. Quelques autres mots de la fin avant de... Sinon, non, ça va pour tout le monde. OK, mais merci beaucoup, Philippe, pour nous laisser là-dessus. Effectivement, le rapport de l'UNEP ce matin soulignait le production gap, là, un rapport qui porte sur la production d'hydrocarbures, les projections d'hydrocarbures versus les cibles qu'on aurait besoin d'atteindre pour ne pas dépasser nos objectifs climatiques. Et le Canada est pointé du doigt avec une dizaine d'autres pays comme étant faisant partie du problème de manière assez importante. Bon, bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci surtout aux panélistes qui étaient là, à Elisabeth, à Nadia, à Marc et à Philippe d'avoir participé. Merci de vos lumières sur les différentes questions, d'avoir éclairé cette question de la COP et aussi de ce premier rapport du GIEC. Merci au RISC et à l'Institut, à l'EIM d'avoir contribué aussi à l'organisation du panel. Merci à l'ISE aussi. Tout ça va être disponible pour visionnement différé sur la chaîne de YouTube de l'ISE. Bien, là, ce n'était... Bon, on a la COP cet automne et on avait ce rapport du GIEC, du premier groupe de travail du GIEC qui porte sur l'état des changements climatiques. Il y a deux autres rapports du GIEC qui vont sortir cet hiver. On attend ça en février-mars, le groupe 2 et le groupe 3. Le groupe 2 porte sur les impacts en fait, des changements climatiques et le consensus qui se bâtit autour de ces impacts. Et le groupe 3 aux efforts de lutte, la mitigation, comme on dit en anglais. Et ça va être fort intéressant. Je sais, pour avoir discuté avec du monde qui travaille dans le groupe 3, que là aussi, on a un changement de ton assez important. Donc, ça va être intéressant et on va certainement réunir de nouveau un panel d'experts pour discuter de ces deux futurs rapports du GIEC cet hiver. Et peut-être qu'on aura aussi de la mobilisation climatique cet hiver ou ce printemps, en tout cas, qui s'en vient. Je sais que ça se discute aussi dans les cégeps de repartir une mobilisation potentielle pour le printemps. Alors, on risque de se revoir pour discuter de ces enjeux. Et sinon, entre-temps, il y a la conférence Pierre Dansereau, dont je vais vous parler quelques secondes, le 4 novembre à 18h au Cœur des sciences, avec Lucie Sauvé et Laurence Brière, une conférence sur apprendre à s'engager dans les enjeux environnementaux. Donc, c'est une grande conférence organisée par le Cœur des sciences avec Lucie Sauvé, qui est une des membres fondatrices de l'ISE, une professeure qui vient de prendre sa retraite, mais qui est encore très active en éducation relative à l'environnement, et Laurence Brière, qui est aussi en éducation relative à l'environnement et qui vient de commencer comme professeur ici à l'UQAM. Les deux ensemble vont discuter justement de ces enjeux d'éducation et de mobilisation pour agir sur les enjeux environnementaux. Et connaissant les deux et travaillant avec les deux, je sais que c'est dans une perspective aussi de mobilisation et de changement, de transformation socio-écologique, comme tu le dis, Philippe, c'est-à-dire de transformation d'une grande ampleur pour affronter ces enjeux. Donc, encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.